La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 23 avril 2024. Il s'appelle ce matin, c'est parti pour les publications de résultats à la chaîne. Les principaux indices ont rebondi hier après une semaine très difficile dans certains coins de la planète finance, notamment aux États-Unis. L'arrivée d'une palanquée de résultats de très grosses entreprises pourrait servir de trampoline à des marchés actions qui ont un petit peu perdu leur joie de vivre depuis le début du mois. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez ce matin, mais si c'est depuis les Alpes, d'où j'écris d'ailleurs, il fait toujours un froid de gueux avec une petite bise hivernale qui m'a fait ressortir une écharpe. Et si j'en crois l'Almanach Savoyard, l'ouvrage le plus vendu dans mon village devant le prix Goncourt, à la Saint-Georges, la caille est dans l'orge. Alors bien sûr, j'ignore totalement ce que cela signifie, comme souvent quand je cite des dictons, mais je vous rappelle que Saint-Georges est le protecteur de l'Angleterre et que la bourse de Londres a touché hier un plus haut historique. Je ne crois pas aux coïncidences. Si l'on met de côté cette pirouette capillotractée qui me fait douter de ma propre santé mentale pour revenir à des choses plus terre à terre, eh bien la tentative de rebond du lundi a été couronnée de succès sur les marchés actions. On a eu des gains un petit peu partout, notamment aux États-Unis où le Nasdaq 100 a repris 1%. Bon alors pas de quoi compenser l'énorme gadin de la semaine précédente, mais l'hémorragie a l'air d'être stoppée. D'ailleurs l'indice large S&P 500 a repris 0,9% aux États-Unis après 6 séances consécutives quand même de baisse. Mais c'est quand même l'Europe qui se distingue et plus particulièrement donc le marché britannique. Le FTSE 600 en gagnant 1,6% a dépassé le cap des 8000 points et battu son record de février 2023. Il faut dire que la City était un peu à la ramasse des autres grands indices depuis plusieurs années, la faute au Brexit, à l'Istrus et au bœuf bouilli, mais l'heure du Risorgimento a sonné. Quant aux investisseurs américains, ils ont laissé parler leur optimisme naturel en comptant sur les nombreux résultats d'entreprises attendus cette semaine pour détourner l'attention des craintes sur l'évolution des taux d'intérêt. Alors il faut bien dire qu'ils n'espèrent pas grand-chose de Tesla qui publie ce soir, mais ils nourrissent davantage d'espoir en Meta Platforms qui publie demain ou dans le duo Microsoft-Alphabet qui annonce ses résultats mercredi. La vie est cruelle mais c'est ainsi, le marché s'enthousiasme plus facilement pour les résultats des valeurs technologiques américaines que pour ceux de Fleury-Michon ou de M6. Les valeurs technologiques qui me donnent l'occasion de faire une nouvelle digression, j'ai découvert ce matin que le 23 avril marque le 19e anniversaire de la mise en ligne de la première vidéo sur YouTube qui est désormais propriété d'Alphabet qui avait racheté la marque en 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Le 23 avril 2005 donc, l'un des 3 cofondateurs de la plateforme vidéo, Jawed Karim, est filmé au zoo de San Diego devant des éléphants. C'est une scène de 20 secondes un petit peu pathétique, mais même si elle est moins pathétique qu'une vidéo d'influenceur quand même, mais elle est fondatrice pour YouTube. Pour en revenir au marché actions, la hausse des actions occidentales se propage en Asie ce matin, hormis en Chine continentale où le marché continue à évoluer en dehors de toutes attaches. Hong Kong poursuit son rebond, dopé par une note d'UBS qui est repassée positive sur l'indice MSCI China. Notez que être long sur la Chine est un peu le pari contrarien par excellence, vu que le marché est un désastre boursier depuis des années. Si vous voulez, c'est un peu comme miser sur une baisse du déficit français ou sur un câlin entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Ce qui est sûr, c'est que la banque suisse pense désormais que l'indice MSCI China est bien fourni en valeur de la consommation qui devrait s'améliorer, même si là aussi c'est une opinion un peu contrarienne au niveau des banques d'affaires, et le MSCI China qui est aussi moins garni en valeur de l'immobilier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu l'état de l'immobilier chinois. En tout cas, cet avis d'UBS contribue à faire progresser l'indice en question de 1,1% ce matin après 1,8% de gain hier. Ailleurs dans la région, les hausses sont prudentes, mais c'est des hausses quand même en Inde, en Corée du Sud et en Australie. La progression est un petit peu plus marquée à Taïwan où l'on gagne 1%. Au Japon, le Nikkei 225 a clôturé en hausse d'environ 0,5%. Quelles sont les attentes du jour ? Eh bien, elles portent sur une grosse livraison de résultats aux États-Unis. On aura en particulier Visa, Tesla, Pepsi, Danaher, GE Aerospace, Texas Instruments, Philip Morris, UPS ou encore Lockheed Martin. En Europe, on a eu SAP hier soir, on a eu aussi Novartis, Renault ou AkzoNobel ce matin. On attend des valeurs comme Kering et Eiffage après la clôture. Dans le domaine macroéconomique, ce sont les premiers indicateurs de l'activité PMI d'avril qui sont au programme, en matinée en Europe et en milieu d'après-midi aux États-Unis. Je vous rappelle que ces indicateurs avancés du moral des directeurs d'achat sont très suivis, même si les Américains leur préfèrent les indicateurs ISM qui sont publiés plus tard. En tout cas, le PMI manufacturier japonais qui a été annoncé cette nuit a dépassé les attentes. Les principaux mouvements du jour sont à chercher quand même du côté de l'or qui est nettement retombé après ce qui semble être un bon vieil appel de marge. C'est en tout cas la théorie défendue par quelques banques et par un article de Bloomberg ce matin. Le pétrole s'est un peu repris après une consolidation et les indicateurs avances européens sont encore haussiers même si les futurs américains sont plus hésitants. On passe à l'actu des sociétés avec la France d'abord. OVH améliore sa rentabilité au T1 mais réduit ses prévisions de revenus 2024 et Renault a confirmé ses objectifs 2024 après des ventes supérieures aux attentes au premier trimestre.
Sur l'agenda des publis, on a aussi FH, Covivio, Bic, Tikeo, ID Logistics, M6, Séché, Fontaine Pajot, Mastrad, Plastic Omnium, Largo, Line Data, etc., etc. On a encore beaucoup d'autres valeurs moyennes, mais je ne les cite pas toutes. Côté actu, Sanofi aurait réglé 4000 affaires concernant le Zantac pour un montant de 100 millions de dollars. Ça impliquerait un règlement de 25 000 dollars en moyenne par demandeur. Et par ailleurs, le groupe Sanofi dévoile des résultats de phase 3 positifs sur un candidat médicament contre la TPI. L'ancien CEO de JetBlue, Robin Hayes, a été nommé à la tête des opérations d'Airbus en Amérique du Nord. Vivendi a annoncé sa décision de s'abstenir lors du vote du renouvellement du conseil d'administration de Telecom Italia. Et Sainte-Marguerite, un cru classé des Côtes-de-Provence appartenant à Pernod Ricard, va racheter le domaine Haute-Terre de Ravel et ses 280 hectares de vignes. Par ailleurs, Technip Energies a signé avec Anelotech un accord pour le développement d'un recyclage durable des plastiques. Rio Tinto, Eramet et LG Energies cherchent à développer une technologie d'extraction du lithium pour le Chili. Et le tribunal de commerce de Paris a décidé de la liquidation de Carpinienne de Participation, Rallye, Foncière Russe et Finatis, les ex-holdings cotés de Casino. Les titres vont être radiés de la cote. CDC Investissement Immobilier et Covivio s'associent dans le cadre d'un partenariat stratégique en Allemagne. La filiale canadienne de CRSI déploie un ensemble de serveurs Edge Computing dans des édifices accueillant du public pour réutiliser la chaleur gâchée en remplacement de chauffage aux énergies fossiles. Et Sapmer a bouclé une levée de fonds de 15 millions d'euros par placement privé. Terranexus, Diverchim et l'Inserm ont bénéficié d'un financement de 4,7 millions d'euros pour développer un nouvel oligonucléotide anti-sens. Waga Energy démarre une unité de production de biométhane dans la Drôme et l'option de surallocation a été intégralement exercée dans le cadre de l'IPO Planisware. Ailleurs dans le monde, on a eu les résultats de AkzoNobel, de Bayer, de Cadence Design, de Novartis, de Randstad, de Saipem ou encore de SAP. Du côté des sociétés en Europe, ASML a choisi de s'agrandir à Eindhoven aux Pays-Bas. Galp Energia serait proche de vendre sa participation dans un gisement de pétrole en Namibie et Kuehne + Nagel a affiché des résultats en baisse au premier trimestre. Côté continent américain, la FTC intente une action en justice pour bloquer le rachat de Capri par Tapestry pour un montant de 8,5 milliards de dollars. Apple est sur le point de conclure un accord avec la FIFA sur les droits télévisuels d'un nouveau tournoi selon le New York Times, et la Chine a acquis des puces Nvidia récemment interdites dans des serveurs Super Microcomputer et Dell selon des appels d'offres constatés par Reuters. Boeing s'attend à une augmentation plus lente de la cadence de production et des livraisons du 787 selon une note de service. Eli Lilly acquiert des capacités de production auprès de Nexus Pharma et la FDA américaine approuve la thérapie d'Immunity Bio contre le cancer de la vessie. Du côté des nouvelles d'Asie-Pacifique, Honda va implanter au Canada une grosse usine de véhicules et de batteries. Je répète une dernière fois les publications du jour. On aura notamment Visa, Tesla, PepsiCo, Novartis, Kering, ASM International, Akzo, Renault, Eiffage, Danaher, GE Aerospace, Texas Instruments, Philip Morris, UPS, Lockheed Martin, Spotify ou encore General Motors. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.